Il s'agit d'une table ronde, même si nous n'avons ni table ni quelque chose de rond. On va quand même rester sur ce terme-là pour ne pas vous perdre. C'est une table ronde qui va durer environ 1 heure, avec 5 intervenants qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Donc nous avons Marie Chéron, qui est responsable de la mobilité pour la Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Merci d'être là. Nous avons Francisco Luciano, qui a été chef de projet du groupe Décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité. C'est un projet qui a été porté par le Shift Project, qui est un think tank sur la transition énergétique. Donc Francisco est ici. On peut les applaudir. On a Charles Maguin, qui est au milieu, qui est président de Paris en Selle, donc une association qui promeut la pratique du vélo à Paris, et il est aussi vice-président de la Fédération des usagers de la bicyclette, le FUB. Olivier Rasmont, qui est journaliste indépendant et qui tient notamment le blog L'interconnexion n'est plus assurée, publié sur le site du journal Le Monde. Et enfin, Claire Schreiber, qui travaille au Club des villes et territoires cyclables. Alors merci encore à toutes et à tous d'être ici ce soir. Comment va se dérouler cette table ronde? Alors on va commencer par un petit jeu de questions-réponses que je vais vous expliquer par la suite, qui sera pas très compliqué, vous allez voir. Ensuite on va passer par un temps où je vais poser une question par intervenant, selon leur spécialité, leur connaissance dans le domaine du vélo. On continuera par des questions du public, donc n'hésitez pas, commencez à noter vos petites questions sur vos téléphones portables, sur des post-it ou dans vos têtes. Et enfin, à la fin, les intervenants auront 1 minute pour dire un mot de la fin, ou même plusieurs mots de la fin, en l'occurrence. Est-ce que ça vous va? Très bien. Non. Dommage, Margot. Alors, pour commencer, le fameux petit jeu de questions-réponses. C'est très simple, je vais poser une question, et si vous êtes concerné par la question, je vais vous demander de vous lever. Et si vous êtes déjà debout, comme on est un peu actif ici, vous pourrez un peu sautiller, voilà, pour dire que vous êtes concerné par la question. Donc attention, première question. Qui est-ce qui utilise un vélo personnel ou en libre service régulièrement? On se lève si vous êtes concerné. Ok. Plutôt impressionnant et ça saute bien dans le fond. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Deuxième question. Qui est-ce qui utiliserait davantage le vélo si la pratique était plus sécurisée? Moi, je peux sauter. Oui. Ok, merci. Et dernière question. Qui est-ce qui utilise le vélo pour un usage de loisirs type VTT, rando-vélo, voyage à vélo? Ok, merci beaucoup. Alors, on passe à la première question de notre table ronde, qui est donc adressée à Marie Chéron. Donc Marie, elle suit les politiques nationales sur la mobilité, et elle a notamment suivi le plan vélo présenté par le gouvernement le 14 septembre dernier. Donc la question que je poserai à Marie, c'est qu'est-ce que tu retiens de ce plan vélo en positif et en négatif? Et est-ce que les demandes des ONG ont été entendues? Et c'est magique, on a un deuxième micro. Qui fonctionne normalement. Donc, effectivement, on commence par le plan vélo. Donc, le plan vélo, vous en avez tous entendu parler, j'imagine. Donc, il a été présenté par le gouvernement le 14 septembre dernier. Donc, ça faisait plusieurs mois qu'on l'attendait. C'est une attente à la fois effectivement des ONG, mais on était tous là, d'ailleurs, on se retrouve, mais on était tous dans les assises à porter les propositions de ce plan vélo. Et donc, on était contents, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on l'attendait. C'est quoi le plan vélo déjà? Juste pour préciser, l'objectif politique, c'était d'avoir une politique nationale qui donne un élan au vélo en France, puisqu'aujourd'hui, globalement, c'est les collectivités qui ont la compétence de développer les infrastructures, etc. Et l'État avait tendance à se déléguer et à se décharger en disant clairement le vélo, aujourd'hui, pour nous, c'est pas un moyen de transport, nous, ça ne nous regarde pas, c'est les collectivités, elles font de leur côté. Et nous, on avait tous la conviction que sans un élan national, on n'allait pas y arriver, tellement en France, on est complètement en retard et à la ramasse, il faut le dire, sur le vélo. Donc ça fait un petit moment qu'on poussait, ça fait quelques années, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de coalition d'acteurs pendant les assises de la mobilité. Donc les assises de la mobilité, c'était un débat national qui avait commencé il y a 1 an. Et donc il y a eu, et c'est vrai, on a tous collectivement senti que si on poussait le vélo,
on pouvait arriver derrière à gagner d'autres choses d'ailleurs. C'était pour nous un peu le symbole d'un changement de mobilité qu'on attend depuis longtemps. La possibilité de donner enfin la priorité au seul véhicule propre en fait, qui puisse exister, c'était le vélo. Donc du coup on a un plan, on est assez content. Alors je dis assez content, c'est bien parce que ça traite, globalement le plan vélo ça reconnaît enfin que le vélo existe, tous les gros sujets sont traités, la question de la sécurité, la question des infras, l'incitation au vélo, le fait de devoir communiquer, sensibiliser dessus, c'est traité, il y a un ensemble de mesures qui sont relativement intéressantes. Il y a un forfait mobilité, il y a enfin une équité fiscale avec le barème fiscal qui est mis en place, il y a la création d'un fonds vélo, il y a l'éducation, la sensibilisation, etc. Je ne rentre pas dans le détail, si après vous avez des questions, vous pourrez revenir dessus. Par contre, clairement, les moyens ne sont pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, on a 350 millions d'euros sur 7 ans, ce qui nous fait 50 millions d'euros par an. Alors il faut savoir qu'une piste cyclable, ça coûte quand même, ça peut coûter quelques centaines de milliers d'euros jusqu'au million par kilomètre, j'entends. Par conséquent, avec 50 millions, on ne sait pas encore très bien ce qu'on va faire. Donc effectivement, c'est faible, c'est pas à la hauteur des attentes. Donc maintenant, le gros défi pour nous, ça va être politiquement de pouvoir continuer à pousser la dynamique. Donc on continuera à pousser le fait qu'il faut qu'il y ait un pilotage au niveau national pour que chaque année on fasse le bilan de ce plan vélo, qu'on voit comment ça avance et qu'on puisse pousser pour que progressivement dans les années à venir, parce que 7 ans c'est long, et on puisse faire remonter le niveau de financement. Donc pour nous, ce n'est qu'un début. C'est le début. On nous a ouvert une porte et maintenant il va falloir avancer pour conforter tout ça. Et en gros, l'enjeu là dans l'année à venir, ça va être que les collectivités se bougent, fassent des demandes pour que ce plan vélo se mette en route. Et ça repose un peu sur tout le monde. Merci. Si vous voulez ensuite poser des questions à Marie pour avoir davantage son avis, donc il y aura les fameuses questions du public par la suite. J'enchaîne avec une deuxième question donc pour Charles Maguin, qui a une connaissance de la politique vélo au niveau de la ville de Paris. Charles, donc selon toi, est-ce que le plan vélo à Paris est ambitieux et quel est son état d'avancement ? Alors, la mairie de Paris a mis en place un plan vélo en 2015. Elle avait pris quelques années d'avance sur le gouvernement. Le plan était assez ambitieux, donc 150 millions d'euros sur 5 ans, donc pour une seule ville. Donc vous voyez que par rapport au plan vélo national, c'est vrai que ça laisse un petit peu, voilà, tout de suite, moi j'en ai eu plus. Hein. Voilà, bon, mais malgré tout, c'est un petit peu aussi de l'affichage, parce que dans ces calculs, vous savez, des fois, on met beaucoup de choses à l'intérieur, et finalement, pour les infrastructures cyclables, il n'y en avait pas autant que ça. Donc bon, voilà, c'était une première pour qu'il y ait autant l'accent sur les infrastructures. C'est aussi d'ailleurs ce qui se passe dans le plan vélo national, et ça pour nous, à la FUB, à la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est essentiel. Le plan était ambitieux, mais peut-être trop, ou en tout cas, il n'y a pas eu les moyens mis en œuvre pour que ça avance à la vitesse qu'il fallait. Là, vous avez l'observatoire du plan vélo que l'association Paris en Seine, que j'ai l'honneur de présider, a mis en place et qui correspond à un suivi citoyen de la promesse municipale. Vous avez en gris, en fait, sur la carte en dessous, si on peut descendre un petit peu, les pistes cyclables du plan vélo qui étaient prévues, et puis ensuite en couleur ce qui a été fait, en vert ce qui est bien, en orange ce qui est pas très bien, et puis en rouge ce qui ne sera de toute façon pas fait parce que c'est abandonné. Et elle est à jour. Vous savez que le mandat se finit bientôt, on est bientôt en 2020, et on est autour de 15%, hein, je crois qu'on a vu dans la barre d'avancement. Donc ça n'a pas beaucoup avancé, pas assez vite. Alors, juste pour dire, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que grâce à cet observatoire du plan vélo, il y a eu une très grosse pression, y compris dans les médias. Vous avez peut-être entendu parler de nous à cette occasion. Ça a fait un petit peu les choux gras, y compris de l'opposition, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grosses transformations à l'intérieur des services techniques de la mairie, la direction de la voirie et des déplacements, changement du directeur, gros bonhomme, hein. Bon, maintenant c'est une grande dame, très efficace, qui a tout de suite voulu nous rencontrer. C'était la prise en compte du sérieux du problème, qui a mis en place une mission aménagement cyclable avec 3 personnes, dont une jeune femme à sa tête, qui nous donne beaucoup d'espoir, parce que désormais on voit des plans d'une qualité très significativement supérieure. Et vous avez aussi constaté que cet été tout Paris était en chantier, d'ailleurs que ça ne s'est pas arrêté avec la fin de l'été, et que ça ne s'arrêtera probablement pas avant une
automne 2019, on va dire. Donc il va sortir pas mal de choses, on ne sera pas à 100%, mais il y a du progrès. Et je pense qu'on le constate à chaque nouvelle rentrée, il y a de plus en plus de gens à vélo. Il faut continuer d'accélérer dans cette direction. Merci. La troisième question est pour Claire Schreiber, qui a une bonne connaissance des politiques de mobilité au niveau territorial. Du coup, si on sort un peu de Paris et qu'on se rend dans les autres villes françaises, où en sont les politiques publiques en matière de vélo ? Bon, alors moi je vais prendre mes petites notes parce que du coup, donc le Club des villes et territoires cyclables, en quelques mots, on a un réseau de collectivités. Du coup, comme le disait Marie, voilà, l'effort en faveur du vélo a beaucoup été porté par les collectivités, il l'est toujours. Donc on était aussi très content que l'État s'y mette tranquillement mais sûrement. Moi je voudrais vous parler un peu de ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. Parce que c'est très encourageant. Donc là, comme le disait Charles, on rame un peu côté parisien. Mais il y a des métropoles en France qui sont à fond dans le vélo depuis plusieurs années. Je vais vous citer les trois grandes, c'est Grenoble, Bordeaux et Strasbourg. Alors, on est sur des populations évidemment qui sont beaucoup moins importantes. Hein. Donc Grenoble, c'est 437 000 habitants. Bordeaux, 774 000 et Strasbourg, 477 000 habitants. À Paris, il y en a 2,2 millions. Voilà, donc je sais qu'on ne parle pas de la même chose. Et Grand Paris, 6 millions d'habitants. Voilà, donc c'est pas aussi facile hein, de développer des choses. Nous, ce qu'on constate au club, c'est que y a des élus qui portent le sujet du vélo, de tous bords politiques. Donc à la métropole de Bordeaux, c'est Alain Juppé, hein, un maire de droite. À Strasbourg, c'était longtemps porté par le PS. Et à Grenoble, c'est Éric Piolle, donc, qui est plutôt un maire de gauche. On a des villes moyennes, donc, dont on dit souvent que c'est compliqué de faire du vélo dans les villes moyennes. Il y a des excellents exemples, hein, je pense à La Rochelle, des villes comme Périgueux qui là lancent des plans vélo hyper ambitieux, donc elles partent de quasiment rien du tout. Périgueux c'est à côté de Bordeaux, c'est à 2 heures de train de Bordeaux, voilà, dans le Périgord, en Nouvelle-Aquitaine. Excusez-moi si je dis des choses qui ne sont pas forcément évidentes géographiquement. Donc voilà, on a donc des autres villes, enfin du coup plutôt dans l'est de la France, Chambéry qui porte des politiques cyclables depuis de nombreuses années et ça porte ses fruits. Là je vais parler d'un truc un peu barbare, c'est les parts modales. Donc c'est la part de cyclistes en fait, donc d'utilisateurs du vélo par rapport aux autres modes de transport. Donc à Grenoble, on est à 6-7% de cyclistes. Donc en gros, sur une journée type, il y a entre 6 et 7% des déplacements qui sont faits à vélo. On est un peu pareil à Bordeaux, à l'échelle de la métropole, on est au double, donc 14% dans le cœur de la ville, donc Bordeaux vraiment intramuros. Et Strasbourg, c'est un peu pareil. On est à 15% dans la ville de Strasbourg et 6% à l'échelle de la métropole. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que concrètement, le matin, aux heures de pointe, il y a une masse de cyclistes partout. Donc moi, je vis à Bordeaux. Voilà, il y a aux intersections plus de vélos que de voitures. Du coup, gros effet, ça calme la circulation. Les voitures sont obligées de ralentir. Et certes, les aménagements ne sont pas forcément parfaits, mais visuellement, les vélos sont là. Et après, on a des outils de comptage pour vraiment voir sur la durée 24 heures sur 24 ce qui se passe. Et pareil, là, on a des résultats vraiment super encourageants. Et je vais juste vous donner quelques petits exemples emblématiques vraiment de choses qui bougent. Bordeaux, hein, désolé, j'y reviens. Cet été, donc, il y a eu une expérimentation d'1 an pour mettre un pont, le pont de Pierre, réservé aux tramways, aux transports en commun, aux piétons, aux cyclistes et à tous les autres, les rollers et tout ça. Donc ça a pas mal grogné, hein, évidemment, du côté des commerçants qui disaient que les gens n'allaient plus venir consommer, etc. Et la mairie a tenu, et du coup, depuis juillet, c'est définitif. Donc il y a un pont qui est totalement dédié aux modes actifs et aux transports en commun. La voiture n'y a plus sa place.
Et donc du coup, excellent exemple pour d'autres. Donc là, à Toulouse, pareil, il y a des associations qui commencent à prendre l'exemple bordelais. Et donc on peut, partout en France, dédier complètement des infrastructures au vélo. Ça arrive. Et voilà, il y a des cyclistes. Et le plan vélo vient saluer, un peu récompenser aussi tous les efforts faits par les collectivités en faveur du vélo. Merci beaucoup. On va passer à la 4e question pour Olivier Razemont. Donc tu as sorti 2 livres, Le pouvoir de la pédale et Comment la France a tué ses villes. On voit, a tué ses villes, c'est ça. On voit d'un côté les piétons qui réoccupent les rues sans voiture, et on entend d'un autre côté les commerçants qui sont inquiets et demandent à ce que les places de parking ne soient laissées devant leurs magasins de peur de perdre leur clientèle. Donc pour toi, quel est le lien entre le vélo et l'attractivité des villes ? Merci Manon. Alors, il y a un lien évident, c'est qu'un vélo, ça prend beaucoup moins de place qu'une voiture. Et donc, si on peut encourager un maximum de gens à venir dans une ville à vélo ou à faire quelques kilomètres, parfois c'est juste 1 kilomètre, plutôt qu'en voiture, tant mieux pour la ville parce que ça prendra moins de place, il y aura plus de monde dans les rues et on fera, de toute façon, il y a des tas de parkings dans toutes les villes, assez en nombre largement suffisant. Et voilà. Mais ça, j'ai l'impression d'avoir dit 1000 fois depuis 2 ans, et je pense que une partie d'entre vous l'a entendu aussi des tas de fois, donc je vous parle de choses. Je peux revenir là-dessus si vous souhaitez, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le plan vélo, c'est qu'il y a quelques années, on avait le club des villes cyclables et la FUB, qui était aux réunions avec il y avait Thierry Mariani, qui était ministre, qui maintenant est fait, mais enfin, il était ministre de Sarkozy, et voilà, c'était tout. C'était les gens du vélo entre eux. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, non seulement la FUB a fait un énorme boulot avec ce baromètre des villes cyclables l'an dernier, qui était un truc où on a tous répondu, mais dans toutes les villes, voilà. Et je ne sais pas combien il y en avait à Pau, où j'étais la semaine dernière, mais enfin, il y a énormément de réponses partout. Et ça a donné, donc ça a montré à tous les élus, parce qu'il y a Juppé, il y a Piolle, il y a Riss, et puis il y a tout le reste. Et donc il y a des tas d'endroits où en fait il n'y a rien de tout ça. Moi j'ai fait du vélo à Pau, il n'y a pratiquement pas d'infrastructure. À La Rochelle, oui, à Chambéry, oui, mais à Saint-Brieuc, c'est pas terrible. Et la côte méditerranéenne, voilà, quand tu vas faire du vélo à Toulon ou à Nice, bon. Donc c'est faisable, on le fait. Hein. Mais là, c'est pour ça que je dis que j'en ferais davantage si j'avais des meilleures infrastructures. Parce que, voilà. Et en fait, là maintenant, il y a toutes les ONG. Alors la FUB est allée les chercher, mais le fait qu'il y ait France, qui est la Fondation pour le Nature et l'Homme. On dit toujours Nicolas Hulot, c'est plus Nicolas Hulot, mais c'est comme ça. France Nature Environnement, Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, que tous ces gens se soient mobilisés pour le plan vélo, ça a fait que, même si Borne était convaincue, elle avait compris ce truc-là, ça a fait que, effectivement, là on s'est dit, tiens, c'est pas juste le petit monde du vélo, pardon, mais c'était parfois vu comme ça. C'était aussi beaucoup plus large que ça. Et c'est aussi devenu un marqueur de ce que fait ou de ce que fait pas le gouvernement. Alors moi, je suis beaucoup moins... Je suis à la fois plus sévère et moins sévère que Marie sur le plan vélo. C'est pas le financement que je trouve critiquable, en fait. Parce que 50 millions par an, ok, c'est peu, mais c'est des cofinancements, en réalité. Ça va abonder les trucs qui existent déjà. À Colmar, ils ont une passerelle pour passer au-dessus de la gare, ils vont demander, ça va abonder ça. Le reste, ils font déjà des choses, ou ils ne font pas, d'ailleurs. Mais ça, c'est... Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est les dépenser, vraiment. Et on voit en Ile-de-France, ils ne sont pas dépensés les mêmes sous. Il y a un plan vélo pour l'Île-de-France, et en fait, les collectivités, les agglos et les villes, ne demandent pas à la région Île-de-France de l'argent qui pourrait l'être pour faire les infrastructures. Donc, c'est maintenant aux collectivités de s'en emparer, et ce n'est pas juste aux collectivités de s'en emparer. Parce que compte tenu du fait que quand je vois le maire de, on va dire, Marseille, tout simplement, qui fait rien, qui n'a rien compris à ce sujet-là, oui, ça dépend des associations. Et ça dépend des gens, mais aussi des... À Nantes, cette semaine, il y a une piste cyclable. Je ne sais plus très bien où elle est, je ne sais pas où elle est dans Nantes, mais j'ai vu des photos de place au vélo Nantes. Il y a une piste cyclable qui est fermée pour travaux. Bon, on peut le comprendre, il y a des travaux, c'est normal, très bien. Mais il n'y a aucune indication, il n'y a pas assez tout, c'est marqué fermé. Il y a 3000 personnes tous les matins qui la prennent, cette piste cyclable. Donc c'est Place au vélo Nantes qui a dit, attendez, on va mettre un itinéraire alternatif, on va expliquer aux gens qui passent,
Et donc là, il y a ce boulot des associations. Moi, le message que j'ai, c'est adhérer aux associations, parce que c'est un pouvoir énorme, ensuite, localement, dans chaque ville, et ça permet de faire pression sur les collectivités. Et donc, c'est comme ça que cet argent-là va être dépensé. Il vaut mieux, enfin, tu l'as très bien dit, mais simplement, on aurait signé des deux mains, selon l'expression consacrée, il y a 2 ans, pour avoir ce truc-là, avec des gens qui ont, manifestement, c'est pas ça que je leur reproche, au contraire, compris complètement ce que c'était que le vélo, pourquoi il fallait un système vélo, etc., d'un point voilà, de chez soi, le stationnement à la maison, le stationnement au bureau, etc., et tout le reste. Le reproche que je fais au gouvernement, c'est de continuer en même temps à faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, le vélo apporte des solutions à plein de choses, on l'a vu, hein, on parle du commerce, mais évidemment c'est agréable, évidemment c'est bon pour la santé, évidemment c'est pas polluant, évidemment il n'y a pas de CO2 ou très peu, etc. etc. Mais c'est pas cher, c'est bon. Mais là, ils continuent, ils font des contournements autoroutiers autour des villes, ils imaginent que la voiture autonome va régler tous les problèmes parce qu'elle sera évidemment partagée, tu parles, les gens ne pourront pas la partager, évidemment, ils seront dans leur bureau volant, bon. Ils continuent à vouloir faire des primes pour la voiture électrique, etc., à multiplier, à penser voiture en permanence, et donc à annihiler complètement tous les autres efforts qui sont faits par ailleurs sur le vélo, parce qu'ils continuent finalement à rendre malade le patient, alors que le vélo pourrait contribuer à le rendre plus sain. Donc c'est ça plutôt que je reproche au gouvernement. Les 50 millions par an, j'espère qu'ils seront dépensés, c'est très important qu'ils le soient. Je préfère qu'il y ait 50 millions par an qui soient effectivement dépensés et qu'on en réclame davantage, plutôt que 200 millions qui n'auraient peut-être pas été dépensés, parce que les collectivités n'auraient pas été aussi en avance. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, et après, public, ce sera à vous de poser vos questions. Du coup, Francisco, donc tu as fait une présentation tout à l'heure, et dans tes présentations, tu insistes sur le fait que le vélo est un véhicule. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à souligner une telle évidence ? Non, tout ça a commencé là. J'imagine que ça arrive à tout le monde quand on participe à une conférence, peu importe si on est du côté de ceux qui parlent, ceux qui écoutent, etc. Souvent, ou quand on lit des publications même officielles, de l'ADEME, ou peu importe, on utilise là, souvent le mot véhicule, dans une phrase comme véhicule zéro émission ou faible émission, ou le mot véhicule électrique, et en réalité, on est en train de parler de bagnole. Et ça me gêne un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est devenu presque une habitude là, de lever la main et dire là, mais pardon, est-ce que quand on dit véhicule, on tient compte aussi là, des vélos qui sont, d'un point de vue là, purement administratif, sont des véhicules, hein, chercher là, le code de la route, etc. etc. Mais ce n'est pas ça. Ce que les gens contestent n'est pas la définition officielle de ce qui est un vélo. Ce qu'ils contestent, c'est une ligne là, des démarcations qui parle des véhicules sérieux, quoi, et des véhicules un peu ghettoisés, comme ça pourrait être là le vélo. Et qu'est-ce que ça change d'élargir entre guillemets, parce que j'insiste, les vélos sont des véhicules, donc il n'y a rien à élargir, mais d'utiliser le mot véhicule pour parler là, de tous les véhicules. Bah, par exemple, si à un moment donné, une phrase qui peut sembler la banale, de dire là, on va subventionner, parlons des subventions, on va subventionner là, les véhicules électriques, et on dit, ah tiens, ok, génial, donc tous les véhicules électriques, y compris là, les VAE, ah ok, cool. Et pas numéro 2, si on va les subventionner, les subventions c'est du fric là, qui a été payé par les contribuables, donc on va optimiser ça. Donc ça serait chouette de donner plus, si le but est de réduire les émissions de CO2 par exemple, bah, donnons plus des subventions aux véhicules électriques qui réduisent plus et un tout petit peu moins à ceux qui réduisent moins. Vous voyez où je veux venir. Donc à ce moment-là, une fois qu'on a élargi la grande famille des véhicules à tous les véhicules électriques, pardon, dans cet exemple, à tous les véhicules électriques. Un autre exemple, si on décide là, de réaffecter l'espace public là, dans une ville et on tient compte par exemple là, des émissions, cette fois-ci pas des CO2 mais des polluants, on crée là des zones à faible émission, etc. On dit c'est pour les véhicules zéro émission, à faible émission, etc. On dit pour tous les véhicules, y compris le véhicule. Oui, ce sont aussi des véhicules. Génial. À ce moment-là, quand le moment arrive là, d'écrire l'équivalent vignette, donc d'attribuer là, des droits d'utilisation de l'espace public, on dit tiens, on va se faire là, des tranches entre 0 et 50 grammes par kilomètre, 50, 100 et 100 et 150. Et logiquement, vu que notre objectif est de réduire la pollution de l'air, on devrait donner plus d'espace à cette première tranche entre 0 et 50. C'est
pas trop illogique comme raisonnement, vu que l'objectif est... Donc, et là, tiens, figure-toi que dans cette tranche-là, il y a les vélos. Donc, c'est le problème là d'exclure la famille des véhicules à le vélo, de faire quelque chose, même un plan ad hoc, vélo, etc., c'est toujours là, c'est que même quand on obtient quelque chose, il y a comme une exclusion implicite là dans tout ça. Et il y a une autre raison qui est liée aux questions physiques. Là. Comme vous savez, là, tout ce qui est pollution, que ce soit les polluants de l'air, que ce soit les émissions de CO2 qui ne sont pas des polluants strictement parlant, que ce soit même le bruit, etc. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés, c'est de la physique, des systèmes, ils sont liés à la masse et à la puissance de tous ces véhicules. Et le fait d'inclure le vélo, quand on dit véhicule, inclure le vélo, VAE par exemple, dans la famille des véhicules électriques, crée une sorte de conscience du fait qu'il y a un énorme trou entre les 0,25 kW d'un vélo à assistance électrique. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la puissance nominale de la plus petite voiture électrique qui est vendue sur le marché, la Zoé? C'est autour des 64 kW. Okay? Donc, il y a un écart en termes de puissance. Des 64 multiplié par 4, ça donne beaucoup, quoi. Donc c'est un ratio énorme, et ça expose le fait que nous avons un énorme trou en termes là, des véhicules entre le vélo, avec la puissance qui était permise là, par la norme européenne, etc., et la toute première, la mini voiture électrique. Je ne vous parle pas d'une Tesla, etc., qui est autour de 200 kW. Hein. Donc 200 fois 4, ça fait 800 fois la puissance d'un vélo à assistance électrique. Donc c'est créer un peu cette conscience que s'il y a une continuité dans la famille des véhicules, il y a beaucoup de choses à inventer entre le VAE et la première voiture électrique qu'on trouve sur l'échelle. Merci beaucoup. Alors public, c'est à toi de travailler maintenant. Quelles sont tes questions? Ça peut être une question à un intervenant précis ou ça peut être une question à l'ensemble des intervenants. Qui va oser se lancer? C'est une question pour Charles Naguin. Comment on milite pour le vélo? Ça veut dire quoi? J'ai bien aimé l'appel d'Olivier Erasmus à rejoindre les assos vélo, mais on fait quoi dans une asso vélo pour avoir des politiques vélo localement? Je pense que vous avez vu un exemple avec la carte qui a été projetée. Nous, notre conviction à Paris-Ancel et à la FUB plus largement, c'est que on a eu l'explication tout à l'heure, très belle présentation de tous les bienfaits du vélo. Donc on pourrait sortir de là en se disant il faut que je convainque mes voisins, etc., de se mettre au vélo, mes collègues, etc. Sauf qu'ils vont vous répondre c'est dangereux. Et ils auront raison parce que, non pas que c'est dangereux, mais que c'est perçu comme dangereux. Et ils ont raison de percevoir ça comme dangereux parce que c'est inconfortable. Aujourd'hui, je n'imagine pas ma grand-mère, si un jour j'ai des enfants, je ne les imagine pas prendre les grandes avenues à Paris, tant qu'elles sont dans cet état-là. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas relever de « fais du vélo, c'est bien, le vélo, c'est vachement bon pour la planète ». Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'on arrive à avoir des politiques qui ont un effet de levier plus important et qui rendent cette solution accessible au plus grand nombre. Il y a des études sociologiques qui ont montré qu'en gros, il y a 1% de têtes brûlées qui, dans n'importe quelle ville du monde, quelles que soient les conditions, font du vélo. 3% d'enthousiastes, dès qu'il y a un tout petit peu de vélo, de pistes cyclables, ils vont se mettre à faire du vélo. Ça, c'est moi, ça, c'est peut-être vous. C'est les 3% qui font du vélo à Paris. Il y en a un tiers, on ne les verra jamais sur un vélo, ils n'en veulent pas. Ok, tant pis, on les laisse tranquilles. Et il y a 60% des gens qui sont intéressés, qui sont prêts à le faire. Mais ils le feront que si on leur offre des conditions de circulation confortables, pratiques et surtout vachement rassurantes. Donc ça veut dire qu'il faut un réseau cyclable. Comment on fait pour obtenir ça? Là, tout à l'heure, quand j'étais sur le stand, il y a plein de jeunes gens qui sont venus me voir et qui sont venus me dire moi, à Cachan, il n'y a pas de piste cyclable, et moi, à Bagneux, il n'y a pas de piste cyclable, etc. Oui, mais à Bagneux et à Cachan, il n'y a personne qui demande des pistes cyclables. Alors oui, indépendamment, tout seul, il y a peut-être des gens qui prennent contact avec leur maire, et c'est déjà très bien. Les maires ne fonctionnent que comme ça, quand ils reçoivent des demandes des gens. C'est leur métier, ils sont là pour répondre aux besoins de leurs administrés. Mais les demandes sont d'autant plus fortes qu'elles sont émises par des collectifs qui sont structurés, qui portent une parole politique positive, mais insistante.
Vous avez vu par exemple l'observatoire du plan vélo, c'était une manière assez positive et intelligente à mon avis, de dire on vous prend au jeu, vous avez dit que vous voulez faire de Paris la capitale mondiale du vélo, vous avez mis en place un programme, on va regarder où ça en est, et si ça n'avance pas, on va en parler. On va en parler, et comme on va en parler, vous allez avoir un problème. Et quand vous avez un problème, et que ce problème est allé dans tous les médias et au Conseil de Paris, vous vous dépêchez de le résoudre. Alors on a plein d'autres actions pour interpeller, mais voilà l'idée générale, c'est qu'il faut réussir de manière constructive et positive, et pas juste en râlant, à créer les conditions de dire aux municipalités, même celles qui ne sont pas pro-vélo, vos administrés veulent des pistes cyclables. Et je simplifie là parce qu'il y a plein d'autres choses pour un système vélo, mais c'est déjà la base pour que Madame Michu se sente en confiance pour prendre son vélo et aller faire ses courses. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose? On passe à une autre question. Juste une réaction rapide à ce que tu viens de dire. Madame Michu, elle a peur de prendre son vélo parce qu'elle pense que c'est dangereux. Alors effectivement, développer les infrastructures, c'est indispensable, etc., etc. Il faut aussi... Pourquoi ne pas faire comprendre à Madame Michu qu'elle est assise sur un véhicule comme les autres, effectivement, et qu'elle a le droit à la route comme les autres. Et que, avec ou sans piste cyclable, je vais sûrement me faire défoncer dans cette assistance, mais y compris sans piste cyclable, elle a le droit d'y aller, il faut qu'elle y aille. Je parle d'une situation très précise qu'on connaît dans notre petite banlieue assez lointaine, où on essaye de se battre pour installer justement des voies cyclables sécurisées sur un endroit bien particulier. C'est juste 900, non, qu'est-ce que je dis, 200 mètres je crois, qui est un nœud un petit peu compliqué de circulation localement. Ça, dans quelle ville? C'est entre Draveil et Juvisy, à côté de Le pont de Draveil. Voilà, Le pont de Draveil, le fameux oui, pont de Draveil, on Draveil. est en contact. Un Ouais. collectif, un bon. C'est un collectif qui s'est monté récemment, bref. On se bat pour la mise en place de voies cyclables. Bon, on est face à des discussions complètement aberrantes avec les élus locaux et départementaux, peu importe. Il faut aussi qu'on fasse comprendre à tous les copains autour de nous que oui, sur cet endroit, ils peuvent y aller, ils ne vont pas nécessairement y mourir, et que plus on est nombreux, moins on est les 2% d'emmerdeurs. Enfin voilà, si on dépasse ce fameux seuil de 2% d'emmerdeurs, les élus aussi sont un petit peu plus sensibles à ce qu'on a à dire. Et ça passe aussi par l'explication que oui, on a le droit d'y aller, et y compris sans piste cyclable, allons-y, montrons qu'on est présent. Et je pense que c'est un axe quand même aussi qu'il faut développer. L'éducation des futurs cyclistes. Une réaction? Très brièvement, cette approche, elle a rarement marché en fait, tout simplement par ailleurs dans le monde. On ne peut pas éduquer les gens à la jungle. Il faut réussir à dompter la jungle. Aujourd'hui, ce qui se passe, alors je ne connais pas hyper bien, mais j'ai suivi quand même parce que j'ai rencontré la Fédération de l'Essonne des mobilités douces sur le pont de Draveil. Grosso modo, combien il y a eu de réponses au baromètre dans cet endroit? Très peu. Vous n'êtes pas assez nombreux pour pouvoir peser sur ce débat public. Il existe pourtant des gens qui se déplacent à vélo et qui voudraient prendre ce pont. Donc aujourd'hui, l'enjeu, moi je dirais, il est plutôt de réussir à rassembler le nombre de réponses qui vont bien pour dire, voyez, dans le baromètre des villes cyclables, les points noirs évoqués par les X centaines, parce que vous en trouverez quand même quelques centaines, qui vont dire, ce pont, il y a un problème. Et après, on construit là-dessus. Mais on n'arrive pas à éduquer Madame Michu à prendre des risques pour sa vie, et on n'arrivera pas à transformer la ville comme ça. Ça n'a marché nulle part. Juste un petit mot sur les solutions. Tu disais de prendre de la place sur la chaussée. Il y a aussi réduire la vitesse des voitures. Parce que peut-être que Madame Michu, elle prend sa voiture et elle va très vite. Et du coup, le cycliste se sent, ou la cycliste se sent en danger. Et c'est ce que font pas mal de villes. Donc, Charles parlait de pistes cyclables. C'est vrai qu'on dit souvent il faut faire des aménagements, etc. Mais une ville à 30 km/h, comme c'est le cas à Grenoble, ou comme c'est le cas dans plein de zones 30 dans Paris, il n'y a pas besoin d'une piste pour circuler. Vous vous mettez au milieu, la voiture derrière, elle suit, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est aussi des solutions pour les collectivités. Alors, il y a des endroits où c'est compliqué et il faut clairement séparer le trafic parce que voilà, ça peut devenir limite dangereux. Voilà, pour plein de raisons, j'imagine que le pont que tu évoques, c'est le cas.
Mais réduire la vitesse, mettre des contraintes aux automobilistes, c'est un moyen derrière pour qu'il y ait des cyclistes sur les infrastructures. Juste un dernier point quand même pour que vous le sachiez. Le plan vélo prévoit de résoudre notamment, enfin les 350 millions d'euros sont principalement ciblés sur les coupures urbaines et les points noirs. Donc typiquement les ponts comme celui de Darvé-Juvisy. Donc on est en plein dans la thématique aujourd'hui, ça doit pouvoir vous aider aussi, j'espère. Mais ce sera difficile dans ce secteur où il n'y a pas encore beaucoup de pratiques, je vous l'accorde. Et il faut que les collectivités locales répondent aux appels à projets qui vont être... Et il faut qu'elles soient poussées au cul par les assos. Alors, il y a une question par là-bas. C'était pas vraiment une question, je suis désolée. Plus une réponse à la première question et qui va un petit peu dans le sens de ce que tu viens de dire. Du coup, une façon de militer aussi et qui est complètement non négligeable, comme vous l'avez dit, c'est les associations, mais notamment les associations d'autoréparation de vélos. Parce qu'en fait, quand vous passez la porte d'un atelier de participatif et solidaire, en fait, vous apprenez petit à petit, grâce aux bénévoles et aux gens qui sont là pour vous apprendre à la mécanique vélo et à réparer par vous-même votre vélo. En fait, plus vous maîtrisez votre outil, plus ça arrête d'être juste un objet un peu de loisir du dimanche et ça devient petit à petit un véhicule du quotidien qu'on n'a plus peur d'utiliser parce qu'en fait on le maîtrise. Alors pas tout de suite en une seule fois, mais petit à petit, voilà. Et du coup voilà, c'était vraiment ça que je tenais à dire parce qu'aujourd'hui il y a un réseau qui s'appelle Le Recyclage qui réunit plus d'une centaine des ateliers en France, et aujourd'hui en France on a quand même plus de 200 ateliers existants. C'est des endroits en fait sur lesquels il faut compter et qu'il faut absolument utiliser justement pour développer cette pratique du vélo et qu'on sorte un peu du débat de l'insécurité, parce qu'en fait le vélo n'est pas dangereux, c'est l'environnement autour de lui qui l'est un petit peu plus. Voilà. Merci. Il y avait une question vers le fond. Oui, j'avais une suggestion à faire concernant on peut certes promouvoir le vélo, mais on peut aussi lutter contre ce qui rend le vélo dangereux. Ça vient d'être évoqué à l'instant. Ce qui rend le vélo dangereux, notamment, ce sont les véhicules terrestres motorisés à 4 ou 2 roues. À 4 roues, ils prennent plus de place. Quand ils doublent, c'est plus dangereux pour nous. Donc ça pourrait valoir le coup aussi de remettre en question, chose qui a déjà été faite par le passé, mais qui, dans les actes, se traduit très peu, la place de la voiture dans la ville, à savoir elle est toujours au centre. Et les pistes cyclables sont très souvent excentrées, à part dans certaines villes. Par exemple, à Nantes, je sais qu'il y a des pistes cyclables qui sont au centre des grandes artères. Et là, on voit que le vélo est réellement à sa place. Mais effectivement, quand le vélo est relégué entre une place de parking, des voitures garées en épi et un trottoir, et qu'il doit slalomer entre les vélos en libre-service qui sont garés en plein milieu et les gens qui ont fait un petit créneau dessus, finalement, la piste cyclable, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, c'est un petit peu la même chose. Nous, on prend la route parce que finalement, c'est ça qui est plus pratique. Donc, à la limite, est-ce que promouvoir le vélo, ce serait pas se mobiliser contre les voitures? Et par ailleurs, promouvoir le vélo, ce serait aussi, pour moi, et surtout se mobiliser contre les 2 roues ou les 3 roues motorisées maintenant. Savoir personnellement, je les trouve insupportables à Paris. Ils font énormément de bruit. Ils doublent n'importe comment. Ils peuvent faire du slalom entre les voitures, même quand ils roulent. Nous, on n'y arrive pas encore à vélo, sauf les coursiers. Et du coup, les véhicules, ce genre de véhicule-là, 2 roues et qui est motorisé, sont pour moi à l'origine de la plupart des dangers dans les grandes agglos, parce que voilà, ils déstructurent complètement la circulation et ils nous encouragent à faire de même, à déstructurer un petit peu notre conduite à vélo. Ils sont vraiment ceux qui montrent les mauvais comportements. Donc je pense que pour promouvoir le vélo, ça peut être intéressant aussi de se positionner contre certaines pratiques, à savoir la multiplication de comportements un peu fous des 2 roues motorisées. Et en plus, c'est très égoïste parce que ça fait du bruit, ça va vite et c'est très replié sur soi. C'est vraiment une pratique que je déteste. Voilà. Alors, plusieurs petites réponses sur l'opposition à la voiture.
Donc nous, on essaye d'avoir une assise politique assez large, donc il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, et donc il y a de nous plutôt une idée de créer des espaces qui sont séparés du trafic motorisé, parce que c'est la demande de la population de pouvoir circuler à vélo confortablement sans être mélangé avec les voitures. Donc ça, c'est une première chose. Sur la façon de faire des pistes cyclables, en fait, tout a déjà été inventé par les Pays-Bas. Ils ont 40 ans d'avance sur la façon de faire des pistes cyclables, et ils ont fait la recherche et le développement gratuitement pour nous, donc autant l'utiliser. Paris-Ancel va publier prochainement un guide des aménagements cyclables, et donc on expliquera pourquoi c'est pas la bonne solution de mettre les pistes cyclables au centre de la chaussée, notamment parce que si on est sur des publics aussi pas aisés, c'est pas facile de rejoindre le milieu de la chaussée. Il y a toujours un moment où il faut rejoindre le milieu, et puis c'est pas facile de rejoindre les rives. On parlait des commerces tout à l'heure. Si on veut pouvoir s'y arrêter quand on est au milieu de la chaussée, ça marche pas. Voilà. Et le dernier point, c'est juste pour dire que Paris-Ancel a été à l'initiative du lancement d'un collectif qui s'appelle Ras le Scout, et donc qui entend peser dans la campagne des municipales pour réduire la place des deux-roues motorisés à Paris de manière très assumée et très claire, puisque c'est un mode de déplacement qui, pour le coup, avec la tolérance qui lui est accordée par rapport à l'utilisation des trottoirs et des pistes cyclables, entre en concurrence directe et frontale avec le développement de l'usage du vélo. Voilà. Juste un tout petit truc, le scooter, c'est un phénomène francilien et de la région PACA. Donc il y a beaucoup moins de scooters et de deux-roues motorisés dans les autres villes. Donc oui, il y a une confrontation frontale entre deux-roues motorisés, trois-roues motorisés et vélos dans certains territoires, mais ce n'est pas le cas de partout. Oui, mais ça se développe beaucoup ailleurs. À chaque fois que je retourne à Bordeaux, il y a plus de scooters. À chaque fois que je retourne à Toulouse, c'est pareil. Même à Grenoble et à Strasbourg, il y en a maintenant. J'ai parlé avec le maire de Grenoble la semaine dernière, il y a 15 jours, qui m'a dit il y en a plus qu'avant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout, maintenant il y en a. Non, c'est pas à ce point. Mais ça veut dire qu'il y a en fait une adaptation. Cette partie des gens se disent en voiture, ça devient plus compliqué. Donc effectivement, ils prennent un scooter. Et comme on les laisse faire, et qu'effectivement, il n'y a pas comment dire, le stationnement n'est jamais payant, sauf dans deux villes de France, donc Charenton et Vincennes. Alors, je reviens aux pistes cyclables quand même, aux aménagements cyclables. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure, je n'avais pas forcément cet avis-là il y a quelques années, que d'abord il faut les deux. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il faut des aménagements et des endroits où il faut simplement un apaisement, et ça dépend des endroits. Il n'y a pas de règle absolue, et quand on regarde les endroits où ça fonctionne, il y a les Pays-Bas, mais quand on va à Bâle, c'est le cas aussi, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des endroits où il y a des pistes cyclables et des endroits où il n'y a pas de pistes cyclables, mais il y a simplement une rue apaisée, une rue à 20 km/h par exemple, ça fonctionne bien. Et puis je me suis rendu compte aussi que, évidemment, on voudrait avoir tout de suite un bel aménagement parfait. Mais sauf que si on le fait et qu'il n'y a personne dessus ou très peu de monde, parce qu'en plus un vélo ça passe vite. Donc en fait on a beau dire faites le vélo, enfin en même temps ton pont tu l'as traversé en 1 minute 30, donc après il en faut des gens pour... Et en fait, on ne peut pas forcément avoir tout bien tout de suite. Les aménagements pour les vélos coûtent pas très cher, mais ils coûtent quand même de l'argent. Et en fait, dans ce coût, il peut aussi y avoir le fait qu'on refait l'aménagement quelques années après, en fait. C'est-à-dire qu'on commence par faire un truc qui est une bande cyclable. Et puis on s'aperçoit qu'il y a du monde. Là, il y aura plus de monde parce qu'il y aura quelques-uns, les 3%, etc., qui diront ben, allez hop, j'y vais, je le fais parce que c'est plus simple pour moi et tout. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a du monde. Et là, ça fait les arguments pour transformer la bande en piste. Et puis la fois d'après, on arrivera au pont de Pierre de Bordeaux, où on va l'interdire aux bagnoles, et puis voilà. Mais c'est progressif, et je pense que le fait qu'on ait des aménagements très peu coûteux permet justement d'avoir en tête que la fois d'après on va réclamer davantage et que ça peut se modifier. Je trouve qu'à Paris en fait on voit cette évolution-là et c'est pas plus mal en fait. Je suis désolée de rentrer dans les détails de ce pont pour tous, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans 5 ans, ils veulent faire des passerelles autour de ce pont qui vont coûter 9 millions d'euros. Et tout ça pour pas supprimer une voie voiture dans le sens je vis travail où ça ne coince jamais, mais vraiment jamais, quelle que soit l'heure de la journée. Et l'idée de supprimer une voie pour les voitures est inconcevable pour les politiques, pour même la plupart des gens dans la ville. Et alors que supprimer une voie, c'est 3 mètres de gagné pour faire 1m50, 1m50 de piste cyclable. Et du coup, nous, on a une solution qui coûte pas cher, qui est faisable de suite, c'est juste du marquage au sol. Et en fait, juste parce que c'est inconcevable de supprimer une voie pour les voitures, ça va pas être fait et on va dépenser 9 millions d'euros.
sur des passerelles qui vont tenir je ne sais pas combien de temps, qui vont peut-être s'écrouler un moment, voilà, enfin, non mais bon bref, qui nécessiteront des travaux supplémentaires d'ici quelques années s'il y a plus de cyclistes, enfin, voilà, je rajoute une chose, c'est que cet argument de on va faire mieux, on va faire un truc d'enfer dans 5 ans, c'est-à-dire quand on ne sera plus aux manettes, on va faire un truc génial dans 5 ans, est une justification pour les pouvoirs publics pour ne pas faire quelque chose de suffisant aujourd'hui. Ça, on le voit partout. Et ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que l'argument de dire il faut proposer des choses acceptables aujourd'hui pour qu'après ça se fasse mieux, en fait, on peut aussi se faire retourner par les pouvoirs publics qui disent attendez, non, mais on a un vrai projet dans longtemps. Je pense que les associations doivent proposer le truc super, mais doivent aussi savoir se contenter du truc pas terrible. C'est toujours le jeu entre les deux. C'est-à-dire, en fait, se dire, ok, on propose le truc le mieux, si on l'a pas, on a ça, et là, il y aurait davantage de vélos. C'est ça, en fait. C'est plutôt dans cette... C'est compliqué, le jeu entre associations et collectivités. Mais l'histoire du dans 5 ans, ça sera mieux, oui, on le connaît même à Paris, cette histoire de... On commence à avoir un réseau, un mini-réseau quand même, de pistes cyclables qui va à peu près à Paris, quelques-unes en tout cas, sauf qu'elles ne sont pas balisées. Il n'y a aucun panneau qui dit où tu dois aller. Et donc, les gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas très bien où. Et donc, il y a zéro, pratiquement pas. Je ne sais pas, ça quand même coûterait pas grand-chose d'aller mettre un des employés de la ville de Paris pour aller mettre un panneau ou mettre un truc au sol, etc. Non, ça ne se fait pas. Parce que, et Charles, tu connais mieux ce sujet, toi qui m'as dit le jour, dans quelques mois, il va y avoir une réorganisation totale de la signalétique dans Paris. On ne pourrait pas juste arrêter d'attendre quelques mois. Enfin, là aussi, je reprends l'exemple de Grenoble où on était l'autre jour. Ils se sont rendus compte, la mairie s'est rendu compte qu'il y a un endroit où il y a un morceau de leur chrono vélo, là, qui n'est pas fini. Ils savent, eux, que ça va être fini dans 6 mois, mais les gens qui passent, ils ne le savent pas. Et à ce moment-là, les gens de l'association locale leur ont dit, mais allez mettre un panneau, alors ils l'ont fait, pour dire que ça sera fini dans 6 mois. Ne serait-ce que ça, c'est du respect pour eux. Donc c'est tout un tas de détails. Juste, cette histoire de... Je ne sais pas combien il y a de proportions, quelle est la proportion de foyers qui n'ont pas de voiture, qui ne possèdent pas de voiture à Draveil et à Juvisy, mais il faut regarder. C'est beaucoup plus qu'on imagine. C'est au moins 30%. Il faut regarder les statistiques glissées. Oui, c'est au moins 30%. L'Île-de-France, c'est comme ça. Il faut regarder... il y a une carte, et il faut regarder exactement, et quartier par quartier, ce ne sont pas la même chose, et on s'aperçoit quand on regarde ça, que même si on a bien sûr des gens qui râlent tout le temps en disant ma voiture, parce qu'ils ont l'impression, il faut toujours leur expliquer, moi je passe mon temps à ça, que c'est pas parce qu'on parle de vélo qu'on va leur dire demain vous arrêtez de prendre votre voiture pour tous les trucs et vous allez prendre votre vélo pour tous les trajets, non, parce qu'eux ils font semblant de croire ça ou ils croient ça. Mais il faut leur expliquer que ça va servir à des gens, et d'ailleurs il y a telle proportion de gens qui ne possèdent pas de voiture et qui pourraient l'utiliser, qui pourraient donc du coup aller d'une ville à l'autre ou aller prendre les transports de l'autre côté, etc. Donc c'est toute une série d'arguments qu'il faut porter massivement. Ça, je tâcherai d'aller voir pour un jour. Pour cheer up un petit peu l'atmosphère sur ce pont, je sais que c'est un gros sujet d'actualité là-bas en ce moment. On travaille avec la région pour la constitution, avec l'ensemble des collectifs et associations pro-vélo en Ile-de-France pour la constitution d'un collectif francilien du vélo. Mais vous voyez, en fait, on est encore trop faible. Et s'il y avait un collectif pro-vélo, il n'y aurait plus seulement les 50 personnes de Draveil et Juvisy qui gueuleraient sur le pont de Draveil. Là, non. Non mais si vous voulez, c'est le poids du collectif, c'est une affaire de paraître dans on parlait, vous avez vu tout à l'heure le graphique dans la présentation de l'installation d'un rapport de force avec les automobilistes. Aujourd'hui, on est en train de le construire en Ile-de-France. En fait, il n'existe pas, on est au balbutiement des associations qui soient structurées, fortes et influentes. En fait, aujourd'hui, l'Île-de-France n'a pas d'interlocuteur qui fasse pression sur elle. Et les départements en ont rarement. Alors, il se trouve qu'en Essonne, il y a un collectif qui existe. Je ne sais pas s'il est suffisamment fort et dynamique. Il y a sans doute à améliorer, mais voilà, c'est aussi ça, quoi. Il y a un vide politique aujourd'hui sur le vélo dans beaucoup d'endroits en Ile-de-France, ce qui se reflète d'ailleurs dans le baromètre des villes cyclables. Il y a la petite couronne et encore qui a des réponses en nombre suffisant pour qu'il soit classé, mais après il y a un désert, parce qu'à Paris, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé des matinées, des après-midi et tout à tracter pour qu'il y ait 110 000 réponses au baromètre des villes cyclables sur toute la France, 8 000 à Paris, et ça nous a donné du levier. Mais voilà, et je pense qu'à Draveil et Juvisy, à l'époque, il n'y en a peut-être pas eu. C'est juste un exemple, hein, c'est pas pour dire c'est pas bien, mais ça vient. Donc, bon,
J'espère que ça va bien se sortir. Non, mais bien sûr, c'est il n'y a même pas vous. Donc, voilà, là, il y a vous déjà. Et on peut essayer de... On prend vous, en tout cas, moi j'espère beaucoup. Je sais que l'association Vélo d'Essonne est mobilisée à vos côtés. Quand on est allé voir Stéphane Baudet, le vice-président transport Île-de-France, et qui se trouve être, je crois, le maire d'un de ces couronnes. Non, c'est pas par là. Ah, c'est plus loin. Bon, il lui a été rappelé la question du pont. Voilà, bon, après... Merci, on va prendre une dernière question. En fait, c'est un peu deux questions en une, donc je vais abréger pour... alors, pour revenir un peu par les histoires de délai, justement, d'implémentation et d'aménagement de la ville autour de politiques pro-vélo, est-ce que, quand on compare, par exemple, à l'échelle européenne à d'autres villes comme Amsterdam qui ont commencé des programmes, et ça fait 30 ans, en fait, qui essaient d'articuler des aménagements de la ville autour du vélo, est-ce qu'on considère que maintenant que les choses commencent à bouger à Paris, on est au début de ces 30 années, où on est un peu quelque part au milieu? Est-ce qu'on voit un peu est-ce qu'on pense qu'on d'ici 30 ans, en gros, on aura des villes similaires un peu à Amsterdam dans ce sens-là? Et aussi, la deuxième partie de la question, quel est l'objectif finalement pour une ville comme Paris en termes justement d'articulation de la voirie entre les vélos, les voitures, les autres véhicules motorisés? Est-ce qu'on imagine un peu comme à Copenhague une voie où ils ont le phénomène de la vague verte où les cyclistes peuvent aller jusqu'au centre de la ville je crois que c'est 15 minutes ou 20 minutes où il n'y a que des feux verts? Est-ce qu'on imagine quelque chose de similaire à Paris? Ou est-ce que c'est pas envisageable parce que c'est une ville trop grande qui trop longtemps en fait a adopté une mentalité très différente? Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous imaginez en gros pour Paris dans, j'espère, un peu moins de 30 ans, parce que du coup c'est un peu long. Je ne vais pas répondre sur la vague verte à Paris, je laisserai Charles vous faire rêver. Après, sur le temps des politiques publiques, bon, il faut quand même être réaliste. Hein, je pense que on a tout ce qui s'est fait dans les autres pays européens. Tout n'est pas exemplaire, mais bon, voilà, il y a Copenhague, il y a les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, il y a le nord de l'Italie, il y a des villes françaises aussi qui font des choses très bien, à Strasbourg par exemple. Donc, je pense que ça a déjà été dit et répété, hein, plus la pression sera forte et plus ça ira vite. Il y a des choses qui sont faciles à faire. Réduire la place de la voiture, en donner plus au vélo, ça peut aller vite. Hein. Là, on est sur des réductions du diesel, on va interdire le diesel, alors pourquoi on ne pourrait pas interdire totalement la voiture? Enfin, c'est peut-être utopiste de le dire comme ça, mais il y a des choses qui sont faisables, radicales, et ça peut prendre 6 mois ou 1 an. En Chine, ils le font. Hein. Ils remplacent comme ça, du jour au lendemain, en 6 mois, tous les véhicules polluants par des véhicules électriques. On n'est pas en Chine, on le fait. Mais voilà, ça peut prendre moins de 30 ans si la pression est extrême. Après, il faut aussi comparer le vélo avec tous les autres sujets environnementaux. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous, vous militez, vous êtes en tout cas informés et sensibilisés à toutes les autres causes. Je pense que voilà, il faut aussi faire front commun avec tout ça. Il n'y a pas que le vélo, hein. Il y a le bruit, il y a la qualité de l'air, il y a la santé, c'est un énorme enjeu. Nous, là, Olivier Razemont disait que ce qui a fait basculer le gouvernement, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont mobilisés sur le vélo, mais l'ampleur de la mobilisation, elle peut être démultipliée. Si les gens qui s'occupent de santé publique, les autorités régionales de santé, les médecins, tous les gens qui ont des gens qui ont des maladies cardiaques, qui souffrent d'obésité, disent voilà, l'activité physique, la marche, le vélo, c'est quasiment gratuit. Si vous y mettez tous, on peut réduire, voire éradiquer des épidémies qui arrivent là. Les gens qui se mobilisent sur le bruit, il y a quelqu'un qui parlait de roues motorisées, voilà, le bruit de la voiture, le bruit des moteurs. L'espace public, la rue aux enfants, les parents qui veulent laisser leurs enfants dans les rues sans qu'ils aient peur qu'ils les fassent renverser. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se mobiliser à faire du vélo, de villes plus apaisées. Donc oui, ça peut aller, mais hyper vite. Par contre, il faut y être... voilà, il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie, comme sur tous les combats environnementaux. Il faut agréger les énergies, quoi. Je te laisse répondre sur Paris. Les ondes vertes. Donc les ondes vertes, pour que tout le monde comprenne bien, c'est de régler les feux pour qu'ils soient au rythme des vélos et non des voitures. Oui, bien sûr qu'on l'aura.
Bon, juste pour bien rappeler que, après, dans une action politique comme celle qui est la nôtre en tant qu'association, on essaye aussi d'avoir des priorités. Et comme on a identifié, notamment avec le baromètre, on le savait déjà, que la principale chose qu'il faut qu'on fasse, c'est offrir un sentiment de sécurité et de confort. Il nous faut un réseau cyclable en premier. Donc déjà, il faudrait qu'il existe. Il n'est pas encore continu. Les pistes cyclables changent de côté, s'arrêtent, changent de forme, montent sur le trottoir. Enfin bref, vous savez bien comment c'est. Elles ne sont pas bien conçues. Voilà. Mais ça s'améliore et ça bouge vachement. Donc première étape. On sait aussi qu'il y a le stationnement vélo sécurisé. Vous êtes nombreux, peut-être à vous être déjà fait voler un vélo. Sachez qu'en 2019, normalement, on a fait grosse pression. On espère qu'il y aura les premiers vélo-box, comme à Grenoble et à Rouen, et comme déjà à Londres depuis quelques temps, qui verront leur apparition à Paris, donc pour pouvoir stationner son vélo à l'abri la nuit. Donc on va traiter ces choses-là en priorité, mais je ne serais pas surpris que lors de la prochaine mandature, on puisse obtenir des zones vertes sur un certain nombre d'axes du réseau Express Vélo. En tout cas, ça fait partie à nouveau de notre guide des aménagements cyclables, évidemment. Merci beaucoup. Alors l'heure tourne, donc merci beaucoup au public pour vos questions. Et du coup, je vais inviter chaque intervenant à avoir un mot de la fin, en 1 minute maximum par personne. Si possible. Non, juste peut-être une remarque pour rebondir sur plusieurs réflexions sur le fait qu'effectivement pour arriver à développer le vélo, il faudra forcément réduire la place de la voiture. C'est un petit peu ça l'enjeu. Le diesel, il commence à être en déclin, mais il est très loin d'être supprimé. L'essence derrière, pour l'instant, elle remonte. Et donc en fait, l'enjeu des prochaines années, ça va être de se faire une place, mais pousser la voiture, et pousser notamment les grosses voitures qui prennent beaucoup de place et qui sont particulièrement dangereuses. Voilà. Ça, c'est le combat qu'on mène en parallèle. Bon, j'hésite entre vous parler des maires ruraux et vous parler des scooters. Et comme on est à Paris, je vais vous parler des scooters. Pour répondre au jeune homme à l'incroyable coiffure qui est là-bas. En fait, j'ai rencontré ce matin Jean-Louis Missica, qui est un adjoint à la maire de Paris, qui se déplace en scooter à ma connaissance et avec qui j'ai discuté de ce sujet. On parlait d'autre chose, mais là on a discuté de ça. Et là, il m'a dit oui. En fait, maintenant, on va commencer à... Enfin, il a dit, j'espère que dans la prochaine campagne électorale, Anne Hidalgo va annoncer qu'il faut faire payer le stationnement scooter. Et elle dit, oui, il y a un problème. C'est vrai que c'est un problème énorme à Paris. C'est du bruit, c'est de la pollution. Et donc, j'ai l'impression que les actions de Ralscoot commencent déjà un tout petit peu à porter leur fruit. Alors, il m'a peut-être dit ça pour me faire plaisir, mais je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais eu une parole comme ça, conscience qu'il y a un problème de 2 roues motorisées, de 2 et 3 roues motorisées à Paris en particulier. On a tous comment dire, voilà, juste un dernier chiffre, parce que j'ai fait les calculs, j'ai regardé les 2 roues motorisées, c'est 92% des hommes qui les conduisent. Si ça signifie pas qu'il y a un problème d'égalité dans la ville, voilà. Vous avez sans doute entendu parler de Nicolas Hulot et de sa récente démission du gouvernement. Et vous savez qu'il a dit « je me sens seul ». Et ce que je voudrais dire, en fait, c'est que souvent les hommes politiques et les femmes politiques, ils ont besoin d'avoir des gens qui les poussent pour pouvoir dire ce qu'ils auraient envie de dire, mais qu'ils n'osent pas dire tant qu'il n'y a pas des gens qui les forcent, en fait. Il y a des maires pro-vélo qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir dire aux commerçants qui râlent contre la suppression de places de stationnement « Ah oui, mais vous comprenez, il y a tellement de cyclistes qui veulent qu'il y ait une piste cyclable à cet endroit-là. » Voilà, ils aimeraient bien. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de cyclistes qui demandent qu'il y ait une piste cyclable à la place des places de stationnement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que comme sur tous les sujets, vous êtes effectivement sans doute déjà impliqués dans de nombreux d'entre eux, mais le vélo, comme les autres sujets, si personne ne parle du problème ou de l'envie de changer, le problème n'existe pas et donc il n'est pas traité. Et donc j'ai envie de dire, on a besoin de vous, que ce soit à Paris-en-Selle ou dans d'autres associations vélo d'Île-de-France ou dans le collectif Ralscoot, si effectivement la question des 2 roues motorisées, vous en avez jusque-là. Voilà, c'est en se mobilisant, vous savez, c'est pour le vélo comme pour les autres causes qu'on arrivera à faire bouger les choses. Je veux dire un petit peu pareil que Charles. Voilà, comme Marie l'a dit, il y a des gros ennemis en face. Les ventes de voitures, elles augmentent en France aujourd'hui. Les campagnes publicitaires pour les SUV, donc des grosses bagnoles qui ressemblent à des 4x4 mais qui ne sont pas des 4x4,
Elles sont partout. En ce moment, c'est le salon de l'automobile. Puis il y a les autres modes de transport. Il y a l'aérien, il y a tous ces trucs qui fait qu'on peut prendre un avion pour 25 € aller-retour. Voilà, il y a le gouvernement qui fait du en même temps. Donc, ok, on fait un petit plan vélo, mais on ne contraint pas les autres modes de transport qui ne sont pas forcément vertueux. Donc, il faut rien lâcher, il faut faire pression, il faut se monter en collectif, il faut parler du vélo, il faut le reconnaître comme un véhicule puisque c'est déjà un véhicule, il faut le prendre au sérieux. C'est en cours, il y a, je pense aussi, un phénomène de génération. Là, on a... Bon, je ne veux pas insulter les plus âgés, mais voilà, il y a une prise de conscience je pense, notre génération, je vais dire nous, que voilà, la bagnole, c'est pas un modèle de société. Alors après, il y a des contraintes, on ne vit pas tous dans Paris intramuros. Et il y a ça aussi, le fait de dire les choses, les élus, alors il y en a qui sont pro-vélo, mais il y en a qui ne comprennent pas pourquoi les jeunes veulent, les jeunes ou les moins jeunes, mais qui ne comprennent pas pourquoi on veut se déplacer en vélo. Ils se disent, mais pourquoi ils ne passent pas leur permis de conduire, ces 2% de chieurs, pourquoi ils ne s'achètent pas une bagnole? Parce qu'on n'en veut pas, ou parce qu'on n'aime pas ça, ou pour X raisons. Et donc tout ça, c'est de la pédagogie. Il faut aller parler aux gens, à vos parents, à vos collègues aussi dans les entreprises, voilà, expliquer que oui, on peut aller travailler en vélo, ça a du sens, c'est pas juste has-been ou je ne sais pas comment le qualifier, mais bref, voilà, ça a du sens, c'est un truc d'avenir, il faut y croire à fond et ça va se réaliser. Non, c'était un peu des phrases. Non, moi j'étais en train de penser une chose. Quand on a parlé un tout petit peu là de ce recadrage là, des perceptions que les gens peuvent avoir quand je parlais des véhicules, etc. Et je pensais à une chose qu'Olivier Rassemont disait tout à l'heure. Je crois qu'il y a un manque là des perceptions. On ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui se sont démotorisés il y a très longtemps. Et pas seulement là dans les grandes villes. Petite anecdote très rapide, j'étais invité à une table ronde comme celle-là, mais à l'école des mines, donc des gens qui ont des connaissances. Et il y a une personne qui a commencé là une phrase en disant « Bon, nous avons tous une voiture ». Et il était en train de dire ça, vous savez où est l'école des mines, le boulevard Saint-Michel, dans une ville où 60% des ménages n'ont pas des voitures. Comment est-ce que tu fais pour dire un truc comme ça là? Nous avons tous une bagnole dans une ville où la majorité, c'est la définition même des majorités, n'a pas des bagnoles. Donc il y a comme une... Et je vois que dans le débat public, parfois je me demande, je n'ai pas du tout là, la réponse à ce questionnement. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que cette majorité, j'insiste là, des ménages, est tellement silencieuse? Comment ça se fait que tous ces gens-là ne s'expriment pas plus politiquement, je veux dire? En France, je crois que la moyenne est 17%. 17% là, des ménages, c'est 5 millions des ménages. 19, pardon, bon, un tout petit peu plus. C'est 5 millions de ménages, ça fait presque une dizaine de millions. Il y a un tas de pays européens qui ont moins de population que ça. Donc c'est une masse de gens là assez impressionnante. Et moi, je ne vois pas l'expression politique de tous ces gens-là qui réclament leurs droits. Et il n'y a pas que la minorité, j'insiste là, des gens qui ont des bagnoles à Paris qui ont des droits. Cette majorité devrait aussi avoir là des droits, des circuler, des vivre autrement, etc. Donc je pense que là, il y a une piste là de modifier cette perception et de commencer à parler plus de tous ces gens qui ne s'expriment pas trop, qui ne s'organisent pas trop et qui ont envie là, de bouger autrement. Un grand merci à vous 5 d'être venus ce soir et d'être intervenus. Et un grand merci aussi à vous tous et à vous toutes d'être venus ce soir. Et je donne le micro à Bobby. J'allais aussi faire un message de remerciement à tout le monde. Et un truc moins cool, c'était juste pour ceux qui sont OK pour aider un peu à ranger les chaises. Ça peut être... c'est hyper cool. Merci.